Alors, il était une fois une commissaire d'exposition, Marie-Charlotte Calafa. C'est bien ça? C'est ça. Bonsoir Marie-Charlotte. Et puis il était une fois une directrice scientifique du MUSEM. Bonsoir Émilie Gérard. Bonsoir. Alors Marie-Charlotte Calafa, depuis 3 ans, vous portez avec Alexandre Périgot et vous enregistrez surtout une installation incroyable composée uniquement d'œuvres anonymes. Exactement. Et d'œuvres anonymes sous une forme de reproduction qui constituent des posters disposés sur le sol de l'espace d'exposition et qui donnent à voir finalement un nombre d'œuvres qu'on n'a jamais vues dans un seul espace d'exposition du MUSEM. Alors, avant d'en arriver à l'exposition, je sais qu'Alexandre Périgot n'a pas pu rester avec nous, mais à quel moment cette idée lui vient? À quel moment il se dit « je vais aller chercher toutes les œuvres anonymes conservées dans les réserves des musées » Il a bien dû vous le raconter. Alors, disons qu'Alexandre Périgot fait partie de ces artistes qui vont sur des créneaux qui n'intéressent finalement pas grand monde et qui rejoint une partie finalement des problématiques que nous soulevons avec les collections du MUSEM autour de ces collections d'art populaire anonymes. Et il a cette idée de créer finalement un musée qui n'existe pas, Mon nom est personne, renvoyant là à un titre d'ailleurs célèbre d'un western, mais aussi à une scène simple autour de Ulysse. Je ne sais pas si j'étale cette histoire, mais en gros, le cyclope se fait crever l'œil d'Ulysse qui lui dit qu'il s'appelle personne, et après le cyclope dit qu'il a été finalement abîmé par cet homme qui cet Ulysse qui s'appelle personne, et du coup il passe pour quelqu'un de complètement saoul, et finalement Ulysse s'en va avec ses compagnons, voilà. Et donc cette histoire-là renvoie à cette question de l'anonymat, finalement à l'absence de célébrité et de connaissance. Alors, il y a des œuvres qui sont issues des réserves de musées, différents musées français. Et puis, je crois qu'il y a des œuvres, enfin, je ne crois pas, d'ailleurs, je le sais, parce que je suis allée le voir, qui sont issues d'hôpitaux psychiatriques. Pourquoi celles-ci sont-elles anonymes? Alors, effectivement, il y a les collections du LAM de Villeneuve-d'Ascq avec une partie de ces œuvres qui sont la réalisation de personnes aliénées, qui n'ont pas un rapport d'ailleurs forcément à la signature, qui ne pensent pas forcément produire ce qui constitue une œuvre d'art, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans les collections de musées. Et au-delà de cette question en fait finalement de l'anonymat, on peut avoir sur certains d'entre elles des prénoms, et toute une histoire finalement se reconstruit. Et on a des recherches en cours par des collègues historiens de l'art qui tentent de reconstruire les histoires de toutes ces personnes que l'on ne connaît pas. Donc en fait, cette installation, ce sont donc 1300 reproductions posées à même le sol, d'anonymes non signés, des photos, des sculptures, des toiles bien sûr, qui viennent de différents musées, dont du MUSEM. Mais où sont gardées ces œuvres en fait? Et surtout, est-ce qu'elles sont exposées indépendamment d'ici finalement? Alors c'est difficile de généraliser sur toutes ces 1300 œuvres, mais disons que la majorité d'entre elles effectivement sont en réserve. Et le visiteur peut d'ailleurs voir que beaucoup d'entre elles sont en cours de restauration ou pas encore restaurées, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de papier japon collée sur certaines d'entre elles qui marque le souhait de stabiliser la couche picturale, mais qui n'engage pas des restaurations. Et ces œuvres-là, pour la plupart, sont en réserve et montrent justement que finalement l'absence de nom, l'absence d'auteur fait souvent qu'on ne les fait pas émerger dans les salles d'exposition. Émilie Gérard, ces œuvres anonymes justement, est-ce qu'elles peuvent participer parfois aux abécédaires que vous produisez 2 fois par an ici au MUSEM? Là par exemple en ce moment, c'est Flore de A à Z, dont la commissaire d'exposition est Françoise d'Allemagne. Vous nous racontez un peu l'idée et vous me dites s'il y a des œuvres anonymes dans Flore de A à Z? Il y en a beaucoup des œuvres anonymes dans notre série d'abécédaires, parce qu'il y en a beaucoup dans nos collections. On a une collection d'art populaire, d'objets du quotidien, d'objets de la vie quotidienne. Et ce sont souvent des artefacts dont les auteurs ont été perdus. Non, qu'ils n'ont pas forcément été fabriqués par quelqu'un qui aurait voulu que son nom rentre dans la postérité.
mais que c'est une pratique qui n'appartient que peu ou pas à l'art populaire, et peut-être que d'autres expositions montreront le contraire justement. On a quelques idées avec Marie-Charlotte sur le sujet. Donc c'est vrai que l'idée des abécédaires, c'était l'idée de présenter la collection du MUSEM d'une manière peut-être plus ludique, plus immédiate, à travers un principe simple qui est celui des lettres de l'alphabet, que l'on décline autour d'un thème proposé. Donc on l'a fait avec l'amour, avec les animaux, avec les reliquaires, avec le hasard, aujourd'hui avec la flore. Et voilà, l'idée c'est vraiment de proposer un parcours facile d'accès, simple, qui permette de découvrir la variété et la richesse de nos collections. Avant de parler d'une collecte tout à fait spéciale que vous avez faite au MUSEM pendant le confinement, je voulais qu'on revienne 2 secondes sur cette idée de confinement justement pendant 3 mois. Vanessa nous disait que oui, des travaux avaient été entrepris ici. Est-ce que c'est le cas pour les œuvres? Est-ce que vous avez restauré certaines œuvres? Alors, on n'a pas entrepris pendant la période de confinement de restauration fondamentale sur la collection, parce que le confinement a aussi touché les restaurateurs qui ne pouvaient pas circuler aussi librement qu'on aurait voulu le faire. Mais on a continué, bien évidemment, à faire ce qu'on appelle de la veille sanitaire, c'est-à-dire à venir périodiquement dans les salles d'exposition pour vérifier que les collections étaient en bon état. Donc, ça a été fait aussi bien dans les expositions que dans les réserves, d'ailleurs, puisque les équipes ont continué à accéder pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, que tout se comporte bien et qu'on puisse repartir après sur de bonnes bases pour la réouverture au public. Et c'est le cas aujourd'hui, on l'a vu. Alors parmi tous les projets du MUSEM, qui est donc un musée de société et de civilisation, on ne le rappellera jamais assez, vous avez lancé pendant le confinement une grande collecte qui s'est terminée le 31 mai dernier. Ça s'appelait « Vivre au temps du confinement ». De quoi s'agissait-il ? Alors, il s'agissait d'essayer de documenter le très contemporain, puisqu'on est un musée du contemporain, et de demander à ceux qui le souhaitaient de nous proposer des objets qui étaient pour eux les symboles forts de cette période de confinement qu'on traversait tous. Et on a été extrêmement surpris de la variété et de la richesse des propositions, puisqu'on a réuni à ce jour plus de 600 propositions, 605 exactement. Parce que les gens ne vous envoyaient pas immédiatement un objet. D'abord, ils envoyaient un petit courrier avec une photo. Voilà, l'idée c'était d'abord de faire une proposition virtuelle. Donc, on leur a demandé d'envoyer une photographie avec un petit texte expliquant la raison de la proposition du don. Et ensuite, on va rentrer dans une phase d'étude qui va permettre de choisir une sélection d'objets qui intégreront les collections du musée. Et alors ceux-là, comment vous allez les récolter vraiment? Et puis combien de temps vous allez les garder à vie? On va les garder à vie, c'est-à-dire que les objets qui vont entrer dans notre collection, ils seront régis par la même loi que la Joconde. Il y a dans les musées français une seule loi qui régit l'ensemble des collections. Et donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est que ces biens deviennent des biens nationaux, des biens de collection publique, et qu'ils soient conservés pour l'éternité des temps. Et alors, quels sont les objets qui vous ont le plus marqué? Vous avez le droit de me le raconter ou pas? Oui, j'ai le droit. Pour l'instant, alors il y a vraiment des objets. On pouvait s'attendre à des masques, à des attestations de sortie. Il y en a. Mais moi, j'ai été vraiment surprise de la variété et de la capacité de réactivité des gens face à cette situation à travers l'objet. Donc, on a des inventions. On a une tyrolienne, par exemple, qui relie 2 immeubles parisiens qui se font face et qui permet de réinventer une forme de relation sociale quand on peut plus se parler directement. Donc, on va pouvoir passer le sel, le pain, le monsieur qui a inventé le fil à désembuer la lunette, parce que quand vous mettez masque et lunettes, ça peut provoquer quelques désagréments. Donc un petit essuie-glace à lunettes, en fait, c'est ça. C'est une espèce de petit fil qui permet d'aérer en fait l'arrière de votre lunette et d'éviter l'embuage qui peut se produire. Vous avez quelqu'un qui a inventé qui a relié en fait une tondeuse à cheveux au flexible de son aspirateur pour éviter de mettre des petits cheveux partout. Alors on a tous été en mal de coiffeur, on a tous pallié à certaines difficultés. Donc les Français étaient très géotrouve-tout quand même pendant complètement. Oui, il y a une sorte de concours l'épine du confinement qui est visible à travers ces propositions. Puis vous avez des propositions beaucoup plus poétiques ou beaucoup plus pragmatiques. On a beaucoup de choses qui marquent le temps, des calendriers, des plannings d'activités, des plannings de calories dépensées, ou alors au contraire des sortes de carnets de menus réalisés tous les jours. Des chaussures, il y a beaucoup de chaussures, à la fois chaussures d'intérieur qui marquent un rapport très confiné justement à son domicile, ou au contraire des chaussures utilisé pour aller travailler. Il y a un très joli témoignage d'un infirmier qui nous parle de la paire de chaussures qu'il laisse tous les soirs à l'entrée de sa porte et qu'il ne rentre pas chez lui, qu'il réenfile le lendemain matin pour aller travailler, donc avec vraiment une frontière intérieure-extérieure qui se dessine à travers cet objet et tout le récit qui est fait de cet objet. Donc en fait, le confinement va être mené à l'étude, mais est-ce qu'à la fin, tout ça, c'est pour une exposition ?
Alors, on ne le sait pas encore. On va voir quelle forme donner, quelle restitution donner à cette collecte-là. Moi, je crois qu'il est vraiment important qu'on Il y a d'autres musées qui l'ont fait, cette collecte? Oui, voilà, il y a beaucoup d'autres musées à l'international qui l'ont fait. On commence à rentrer en contact avec certains pour leur demander qu'on puisse comparer nos résultats et peut-être à terme faire ensemble une exposition, ce qui serait formidable, avec tous les produits de ces collectes respectives. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Charlotte Calafa. Je rappelle que votre exposition s'appelle Mon nom est personne et qu'elle a ouvert ses portes ce matin au Mucem. Et merci beaucoup, Émilie Girard. On a hâte de voir la tyrolienne ou les carnets. On verra bien ce que vous en ferez. On a hâte de vous les montrer.